Bonjour, ou peut-être bonsoir, voyageurs. Êtes-vous ici pour écouter le récit d'une épopée fantastique, les mémoires d'un personnage de renom, ou encore découvrir les secrets des plus grandes légendes que ce monde ait vu naître? Vous êtes au bon endroit, voyageurs. Laissez votre humble conteur vous raconter une nouvelle histoire, celle de Guillaume le Bâtard, Guillaume de Normandie, Guillaume le Conquérant, le léopard qui a vaincu le lion. Guillaume naît donc en 1026 ou 1027 à Falaise. Il est le fils de Robert le Magnifique et d'Arlette de Falaise, qui est une jeune noble bien éloignée du rang de son mari. Elle est ce que l'on appelle une fria, une concubine, et leur enfant, un bâtard. Vous noterez cependant que, bien que chrétiens, les Normands pratiquaient encore la polygamie, donc il s'agit plus d'un terme popularisé par les historiens. D'accord, merci. Revenons donc. Robert meurt en 1035, aveuglé par sa foi, sur la route du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, laissant le jeune Guillaume affronter seul les dangers de la vie politique du Moyen-Âge. Il est rapidement écarté du trône et subit même des tentatives d'assassinat, mais ne se démonte pas pour autant, et après moult batailles, il revient à la tête du duché à 19 ans, puis se marie à Mathilde de Flandre en 1050 pour le renforcer, se faisant craindre des rois de France eux-mêmes. Côté Outre-Manche, par où pourrions-nous commencer? Ah, je sais. La généalogie des rois d'Angleterre. Oui, c'est un sacré bazar. Il faut dire qu'au fil des siècles, de nombreuses lignées se sont croisées dans le but de former des alliances ou de s'accaparer le pouvoir. À tel point que, bien que certains gardent une certaine rancœur vis-à-vis de notre protagoniste, les Anglais, dans leur grand pragmatisme, ne se posent même plus vraiment la question de l'origine de leur souverain ou de leur légitimité. Loués soient les historiens. Remontons donc au VIe siècle, où Cerdic fonda la maison de Cerdic, plus connue sous le nom de maison du Wessex. Il s'agit d'une dynastie anglo-saxonne ayant régné sur le Wessex, puis sur le royaume d'Angleterre tout entier, pour la première fois dans l'histoire. Les rois du Wessex dominent progressivement les autres royaumes d'Angleterre au cours du IXe siècle. Sauf qu'en 1013, Knut II le Grand participe avec son père Sven Barbe Fourchue, sacrée famille, à la conquête de l'Angleterre, puis devient roi lui-même en 1016. Il sera aussi roi de Norvège et roi du Danemark. À cette époque, les différentes tribus vikings ont alors un énorme pouvoir en Europe du Nord, s'installant notamment en Grande-Bretagne, mais également en Normandie. Et là, voyageurs, je vais devoir faire une petite aparté pour que vous compreniez bien la situation. Là, c'est Édouard, descendant de la maison du Wessex, accueilli par les Normands car sa mère est Emma de Normandie. Sauf que Emma, elle, est en Angleterre, remariée à Knut pour assurer à la descendance un accès au trône. Et c'est justement en 1043 que Knutsson, aussi appelé Knut III, aussi appelé Hardicarnut, rappelle Édouard pour qu'il prenne sa succession. Et c'est ainsi qu'Édouard devient Édouard III le Confesseur. Édouard III est un grand normanophile, il s'entoure à sa cour de nobles normands. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Et c'est alors qu'entre en scène Harold Godwinson, petit con, et accessoirement comte du Wessex. Ce dernier réclame le trône à la mort d'Édouard, malgré que, selon la tapisserie de Bayeux, il ait fait un serment de fidélité à Guillaume de Normandie. Guillaume aussi, ayant un lien de parenté avec le roi, réclame le trône, de manière tout à fait plus légitime. Bref. Mais Édouard n'a pas précisé, vu qu'apparemment, il aurait dit oui à plusieurs prétendants. Harold devient donc Harold II, roi d'Angleterre, et ce, au détriment de Guillaume de Normandie, mais également d'Edgar Aveling, né en Hongrie et techniquement véritable descendant de la maison du Wessex. Eh oui, Harold vient de la maison Godwin. Lorsque Guillaume apprend que l'anglo-saxon Harold Godwinson est monté sur le trône, il convainc les barons de Normandie de partir à la conquête de l'Angleterre. Petit à petit, il est rejoint par les comtés de Flandre, du Mans, de Boulogne et de Bretagne, aussi pour éviter de se faire avoir par derrière, il est vrai, ainsi que des mercenaires normands qui vinrent spontanément de Sicile.
Ils se rassemblent alors sur la Dive. Leur armée est considérable, entre 7000 et 12 000 hommes, répartis sur près de 600 navires. Cependant, la roue du destin ne semble pas vouloir tourner en la faveur de Guillaume, et l'armée, aussi terrible soit-elle, doit faire face aux intempéries encore plus terribles de la région normande. Pendant ce temps-là, outre-Manche, Harold va joyeusement botter les fesses des Norvégiens au nord, en tuant au passage Tastig, le représentant des Vikings, et Harald Hardrada, roi de Norvège, à la bataille de Stamford Bridge. Non, pas celui-là. Quelques jours plus tard, le 28 septembre 1066 pour être précis, Harold revient en catastrophe vers Londres car Guillaume a enfin pu débarquer dans la baie de Benvezzi. 14 octobre, bataille d'Hastings. Les Anglais se sont positionnés sur la colline de Senlac. Les Français sont en contrebas. Entre 5000 et 14 000 hommes se font face de chaque côté, prêts à s'entretuer. La bataille commence par un échange de flèches et de projectiles. Puis les fantassins commencent à s'entretuer. La hache des Anglais face au glaive des Normands. Ils sont vite rejoints par la chevalerie française, mais les marécages au pied de la colline les stoppent dans leur avancée. Guillaume n'a pas d'autre choix. Il rentre dans la bataille. Il tranche à droite, à sa gauche. Peu importe qui se présente face à lui. Mais bientôt, une rumeur terrible commence à enfler dans les rangs. Le duc est mort. Comment? J'ai vu son cheval tomber. Non! Guillaume n'est pas mort. Il enlève son casque en pleine bataille, révélant son visage aux yeux de tous. Les soldats reprennent courage et se rallient sous la bannière de leur chef de guerre. Et intelligemment, en profitant du chaos ambiant, Guillaume organise une fausse retraite. Les anglo-saxons, épuisés et désorganisés, tombent dans le panneau. Les archers, situés en hauteur, pilonnent de deux côtés les Anglois pendant que les réserves chargent. Harold tiendra encore longtemps, toute l'après-midi jusqu'à l'aube. Mais la bataille était décidée. Il mourra de la façon la plus banale de mourir pour un chevalier dans une bataille. Une flèche dans l'œil. Une flèche dans l'œil. C'est rigolo. Ce qui va suivre, par contre, l'est un peu moins. Alors, si vous le permettez, voyageurs, je vais m'en aller un instant. Bon, je suppose que je n'ai pas besoin de me présenter. Reprenons. C'est donc le 25 décembre, pour Noël, date symbolique de par le respect qu'éprouvait Guillaume pour l'Angleterre chrétienne, que ce dernier fut couronné roi. Ce respect, bien que véritable, était-il celui d'un père ou d'un frère? Je ne le crois pas. Non, Guillaume tenait plus du juge, gardant le sacro-saint ordre au détriment de la volonté du peuple, nostalgique de ses rois anglo-saxons et refusant de se soumettre. Parmi les différentes menaces éliminées, on trouve une trahison d'Eustache de Bologne à Douvres, une révolte à Exeter en raison d'impôts bien trop élevés, un retour en fanfare des Godwinson à Bristol, cette bande de tocards, un autre retour, celui d'Aveling et York, quelques raids vikings, et enfin, une alliance anglo-danoise menée par Hereward l'exilé qui mènera une petite guérilla jusqu'en 1072. S'ensuivit une période de 6 ans, où les forces normandes vont pratiquer exécution et politique de la terre brûlée. Période que les Anglais nommeront, avec un mélange sombre de violence et de détresse, The Harrying of the North. Résultera de tout ça un règne de 20 ans, qui se poursuivra jusqu'en 1135 grâce à deux de ses fils, Guillaume II le Roux et Henri Ier Beauclerc, ainsi que son petit-fils Étienne de Blois. Plus important encore est le mélange de cultures dans l'architecture et la langue, base de l'Angleterre contemporaine. Malheureusement, Étienne accéda au trône par manigance, d'autres lignées se mêlent alors à celle de Guillaume, ce qui mènera à l'avènement des Plantagenets, mais également à 400 ans de guerre civile, dont la guerre de 100 ans. Au cours de ce récit, vous avez compris, je pense, que... Oui, vous avez raison. Je vais vous laisser la conclusion. A plus tard, voyageurs.
Eh oui, je pense que vous avez compris, voyageurs, pourquoi on n'oubliera jamais ce récit épique et historique qui changea la face des sœurs ennemies Angleterre et France. Celui d'un conquérant qui a réussi là où beaucoup n'eurent pas la force d'essayer, qui n'avait qu'une volonté de son enfance à sa mort, unir son, ou plutôt ses peuples. Ainsi se conclut l'histoire de Guillaume le Conquérant, Guillaume de Normandie, Guillaume le Bâtard, le léopard qui a guidé ses lions.